Alors bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons parler ensemble de l'internationalisation de notre site. Donc Symfony dispose de composants qui sont prédéfinis qui vont nous permettre de gérer les traductions et la localisation de notre site. Alors pour vous donner un exemple, on va prendre le formulaire de contact et ce formulaire-là, par défaut, on n'avait pas forcément précisé de libellé. On avait juste dit les champs que l'on voulait avoir. Et on a vu que par défaut, il a mis ces champs avec une majuscule. Mais on remarquera surtout que dans la debug bar, on a des petits messages en rouge au niveau de la localisation. Si je clique dessus, il me dit qu'il n'a pas réussi à trouver les traductions correspondant à ces termes. En effet, par défaut, le système de libellé au niveau des formulaires va chercher à utiliser des traductions pour l'ensemble des éléments que l'on a définis. Ce tableau récapitule les traductions qui sont manquantes dans votre application. Il précise la locale qu'il a cherchée, le domaine, ça va être une manière de regrouper vos traductions ensemble par thématique, le nombre de fois où cette traduction a été cherchée, ça c'est l'idée du message et la traduction qu'il a utilisée temporairement. Alors ce que l'on peut faire, c'est déjà modifier dans la partie configuration. Donc si je me rends dans mon dossier config, on va avoir un fichier dans packages qui s'appelle translation et qui va vous permettre de piloter la traduction. Par défaut, on a la locale qui est utilisée par défaut. Donc nous, on va mettre ici du français. Et ensuite, on a le translator. Donc ça permet de spécifier où vont se situer les fichiers de traduction, le fallback à utiliser et des providers supplémentaires qui peuvent permettre de mettre en place des traductions automatiques. Le second point, c'est de créer donc les fichiers de traduction. Donc ils vont se situer dans le dossier translations à la racine et ils vont être nommés en fonction du domaine associé. Donc ici, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler messages, comme c'est indiqué dans le tableau. Ensuite, on va mettre le nom de la locale associée à ce fichier-là. Donc moi, je vais dire ça va être les messages qui vont permettre de traduire le français. Et après, on peut préciser différentes extensions en fonction du format que l'on souhaite utiliser. Nous, on va utiliser du YAML parce que c'est le format le plus simple, mais il y en a d'autres qui sont répertoriés dans la documentation. Au niveau de ce fichier-là, en clé, vous allez mettre ce que l'on a ici dans les messages ID. Donc dans le cadre du formulaire, ça utilise le libellé avec la première lettre en majuscule. Donc je vais mettre name et la traduction associée. Dans mon cas, ça sera prénom. Si maintenant je réactualise le site, on va voir que le libellé va être automatiquement changé. Si dans votre cas ça ne change pas, il faudra taper la commande cache::clear pour nettoyer le cache pour vous assurer que ça prend bien en compte la modification. Mais de cette manière-là, je peux traduire comme ça l'ensemble des chaînes. On notera qu'on n'est pas forcément obligé de choisir d'avoir les libellés par défaut. Je pourrais tout à fait, dans mon contact type, lui dire à ce niveau-là, je veux changer le label, et plutôt que d'avoir directement le nom qui est utilisé, je pourrais utiliser une clé. Typiquement, mettre contact form.name. Ça me permet de mieux localiser à quoi correspond cette traduction-là. Si je réactualise, on va réavoir une petite erreur ici. Donc vous pouvez toujours cliquer pour voir les éléments qui n'ont pas été traduits correctement. Et là, il vous dit, ce message-là, il n'est pas traduit. Donc ce que je peux faire dans mon messages fr.yml, c'est ici dire j'ai un contact form. Et vu que j'ai un point, je peux utiliser de l'imbrication. Et pour le cas de name, je mettrai prénom. Et dans ce cas-là, on obtiendra le même résultat. Et on pourrait faire de même pour les autres champs. L'email deviendrait courriel. Le service, on le traduirait directement par service. Et ensuite, le message, ça deviendrait message. Et après, dans notre contact type, on utiliserait le label pour les différents champs, en changeant la clé à chaque fois. Alors là, vraiment, il y a deux manières de faire. Soit vous pouvez utiliser des clés comme je viens de le faire. L'avantage, c'est que cette clé, normalement, elle n'est pas forcément amenée à changer. L'inconvénient, c'est que par défaut, si vous voulez que ça n'affiche pas la clé côté site, alors là, ça deviendrait contactform.submit. Ça implique d'avoir un fichier de traduction obligatoire. L'autre manière de faire, c'est celle qui était proposée par défaut, c'est-à-dire que vous mettez en clé directement le message en anglais, par exemple. L'avantage, c'est qu'en l'absence de traduction, il va utiliser ce que vous avez mis dans le label. Donc si vous mettez submit, ça afficherait submit, plutôt que d'afficher contactform.submit. Là, vraiment, c'est à vous de choisir ce que vous voulez utiliser. L'inconvénient de mettre directement le terme en anglais, c'est que si jamais vous changez le terme en anglais, il faudra aussi venir changer les traductions. Et les clés de traduction, ce qui peut être potentiellement un petit peu pénible. Donc là, je reviens ici, et le dernier truc qui me reste à traduire, c'est submit, avec envoyer l'email. Je réactualise ma page, et tout a été traduit. Donc voilà un peu comment on peut utiliser ce système de traduction. Donc là, il continue un petit peu à râler, il nous dit qu'il nous manque quelques traductions pour certains éléments. C'est au niveau de la partie options, il faut que je traduise les différents libellés. Donc c'est ce que l'on a à ce niveau-là. Hop, on peut choisir de mettre des noms différents pour nos options.
Mais nous, on va pas le faire, on va s'arrêter là. Alors c'est bien d'avoir les traductions au niveau des formulaires, mais on peut s'imaginer que par exemple sur notre page d'accueil, on a envie d'afficher un message de bienvenue. Comment ça va se passer si on veut traduire des chaînes un petit peu plus arbitraires? Alors on va aller dans notre home.html.twig, index.html.twig, et à ce niveau-là, vous avez plusieurs solutions. D'abord, vous pouvez utiliser un tag qui s'appelle trans, c'est-à-dire que là, vous mettez trans, ensuite vous mettez votre chaîne à traduire, par exemple welcome, et ensuite vous fermez cette balise-là avec un end trans. Dans ce cas-là, il va par défaut afficher le message original, avec une petite alerte de traduction en vous disant qu'il y a un problème pour ce message-là. Après, dans votre fichier messages.yml, vous allez pouvoir lui dire pour welcome, en français, je veux afficher bienvenue. Faites bien attention à l'indentation, c'est pas au même niveau que le contact form. Et dans ce cas-là, il va traduire les choses. Vous pouvez aussi, évidemment, utiliser une clé de traduction. L'autre solution, c'est d'utiliser un filtre. Dans ce cas-là, on écrira comme ceci, on mettra d'abord notre clé, welcome, et ensuite on utilisera le filtre trans, qui va permettre de traduire les choses. Si je réactualise, ça va me donner aussi bienvenue. Donc ce sont deux manières différentes de faire les choses. De la même manière, vous pouvez le faire au niveau de votre contrôleur. Si je modifie mon home controller, je peux injecter un service qui est le translator interface. Donc c'est bien l'interface que vous importez, on va l'appeler translator, et je peux ici lui dire, sur ce translator, je vais utiliser la méthode trans, et je vais te passer l'ID de mon message. Ici, ça serait welcome. Si je réactualise la page, encore une fois, ça va fonctionner, et ça va m'afficher la version traduite. Donc voilà les différents endroits où vous pourriez avoir besoin d'une traduction. Alors, autre petit détail intéressant, on va modifier ce fichier-là, et on va tout supprimer. Vous avez la possibilité de générer de manière dynamique les traductions. Pour cela, au niveau de votre console, on va se mettre ici. On va faire un coup de PHP, bin/console, translation2.extract, --dump, -messages, et ensuite la locale que l'on souhaite utiliser. Dans ce cas-là, il va automatiquement scanner l'ensemble de votre code source et générer toutes les traductions, ou en tout cas toutes les clés de traduction que vous avez. Et l'avantage, c'est qu'il va aussi chercher, par exemple, pour les composants security ou autres, pour les erreurs de validation, et vous les affichez. Là, c'est juste du debug, parce qu'on a mis --dump message. Mais vous pouvez lui demander d'extraire ça dans un fichier YAML. Pour cela, on refait la même commande. On va faire translation2.extract. On va faire un --force. Donc ça va lui demander de forcer les traductions dans le format français. Et on va préciser qu'on veut le format YAML. Dans ce cas-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va directement modifier les fichiers YAML dans le dossier translations. Alors là, on voit qu'il en a créé plusieurs. Il a créé un fichier pour validator. Donc là, ça va contenir toutes les clés qui permettent de traduire les erreurs de validation en français. Et ça a déjà été pré-rempli par Symfony. On a aussi security.fr.yml pour les erreurs liées à la sécurité. Et après, on a un autre fichier. Alors notre fichier messages.fr n'a pas été touché, mais il a créé un messages plus int-icu. On verra de quoi il en retourne un tout petit peu plus tard. Et dedans, on a notre clé welcome. Alors on notera qu'il a été capable de scanner les clés que l'on a au niveau de notre composant Twig. Par contre, il n'a pas été forcément capable de le faire dans le cadre des formulaires. Et ça, c'est assez normal parce que finalement, ce sont des simples chaînes de caractères. Lui, il n'a pas vraiment de moyen de savoir que ça c'est traduit et qu'il va falloir l'extraire. Alors si vous voulez remédier à ce problème-là, vous pouvez utiliser une fonction qui est globale au niveau de Symfony, qui est la fonction T. Cette fonction-là, ce qu'elle fait en fait, c'est qu'elle va permettre de créer un nouvel objet qui est un translatable message. Et elle va mettre cet objet au niveau des libellés. L'avantage, c'est que le système d'extraction va ensuite être capable de capturer l'utilisation de cette fonction-là et va comprendre que ces libellés doivent être extraits dans la traduction. Donc là, pour tous mes libellés, je vais utiliser la fonction de traduction. Ça aidera Symfony à s'en sortir. Malheureusement, dans mon expérience, alors c'est peut-être lié à la version actuelle que j'utilise de Symfony, mais quand j'ai fait un essai, j'ai essayé de faire une nouvelle extraction. Donc il a bien parsé les différents templates. Mais dans le fichier en sortie, il n'y a pas des éléments en plus. Donc je pense qu'il y a un petit bug dans la version courante que j'utilise, mais normalement c'est censé fonctionner. Il est censé extraire automatiquement les traductions absolument partout. Mais je vous conseille, dès que vous avez quelque chose de traduit, d'utiliser cette fonction T qui va permettre de construire un translatable message. Alors maintenant, on va parler de cette partie int, le CLU. En fait, ça, c'est quelque chose qui va permettre de gérer un format supplémentaire. Imaginons que sur notre page d'accueil, on a envie d'afficher le nombre de recettes que l'on a sur le site. Donc on va mettre un petit H1 avec le bienvenu. Et ici, on va mettre
le nombre de recettes. On va être un petit peu embêté parce que là, on a envie d'afficher un compteur et la chaîne de traduction va dépendre du nombre d'éléments. On va avoir un S au pluriel et pas d'S au singulier. Dans ce cas-là, on va lui dire ici, j'aimerais bien que tu traduises, on va l'appeler home_receipt_count. Là, je vais mettre une clé un petit peu arbitraire. On va appliquer le filtre trans et on va lui préciser que on a un count et on va préciser la valeur. Par exemple, on a 100 recettes ici. Donc à ce niveau-là, je passe un objet avec une clé et une valeur. Côté traduction, je vais donc prendre cette clé-là et le mettre dans notre +int-ICU. C'est important d'avoir cette extension-là parce que ça va permettre à Symfony de comprendre qu'il doit utiliser le système de formatage avancé. Vous pouvez avoir un petit peu plus d'informations sur la documentation si vous descendez dans la partie message format ici. On vous parle des ICU messages et on vous explique comment traduire les choses. Alors vous avez deux cas en fait possibles. Le premier c'est vraiment le cas pluriel et singulier et l'autre cas c'est aussi les infos de genre où des fois on va mettre un le ou un la. Donc ça c'est important et vous avez les deux situations qui vous sont expliquées. Donc là vous avez simplement à copier le format pour pouvoir le réutiliser. Donc à ce niveau-là, hop, on peut mettre ça. Donc on va préciser d'abord quelle est la valeur qui va être utilisée pour connaître le nombre d'éléments. Nous on avait choisi d'appeler ça count. Ensuite on va mettre pluriel, ça c'est pour lui dire qu'on va gérer les formes plurielles. Et ensuite vous pouvez mettre les différents cas. Donc par exemple si c'est égal à 0, on mettra aucune recette. Si c'est égal à 1, ben, on va mettre une recette. Et si on a plusieurs de recettes, on mettra le nombre et on mettra recette avec un S. Voilà, donc là j'ai géré mon système de traduction. Si je reviens sur ma page d'accueil, on mettra 100 recettes. Si je reviens au niveau de mon système et que je choisis de n'avoir aucune recette, au niveau du count, je mets 0. Dans ce cas-là, il mettra aucune recette. L'autre cas possible, mais ça va être un cas qui ne va pas être géré par le système de format, c'est le cas où on a besoin d'afficher une info supplémentaire. Par exemple, je vais changer la clé ici, je vais mettre welcome, et au niveau de la traduction, je vais préciser que je veux le nom de la personne. Donc je vais mettre une clé que je vais appeler name, et je vais mettre John. Dans ce cas-là, au niveau de ma traduction, alors il faudra le faire dans le fichier classique, pas le fichier qui utilise le système de format. Je vais pouvoir lui dire j'ai ma clé welcome, et ensuite ici j'ai envie d'afficher bonjour, suivi du nom de la personne. Et automatiquement, la chaîne de caractères qui correspondra à la clé que j'ai définie va être traduite. Ici, il fera bonjour John. Et je peux choisir le format arbitraire, c'est-à-dire que je peux choisir de mettre un 2 points ici et de dire qu'au niveau de mon index.html.twig, je veux que tu remplaces non pas name, mais 2.name. Là, c'est à vous de voir. En fait, il va faire vraiment un remplacement un petit peu bébête, mais c'est comme ça que vous pouvez avoir des variables qui sont dynamiques. Donc voilà pour les cas un petit peu plus avancés. Après, je vous invite à regarder cette partie format et un petit peu tout ça. Pour la partie placeholder, vous avez des explications, ça peut être intéressant. Donc tout ça c'est très bien, mais qu'est-ce qui se passe si on veut changer de manière dynamique les traductions à utiliser? Alors on a deux situations communes. La première c'est de changer en fonction d'une information utilisateur. Par exemple l'utilisateur aurait une locale et en fonction de la locale, on passerait en français ou en anglais. Alors pour cette situation-là, on va commencer par modifier notre entité user pour rajouter la notion de local. Donc on va faire un php bin/console make .entity, on va modifier l'entité user. On va rajouter une nouvelle propriété locale qui sera une chaîne de caractères. J'aurais pu mettre 2 caractères, mais voilà. J'aurais peut-être dû répondre oui que c'était nullable, mais ce qu'on va plutôt faire, c'est qu'on va aller dans notre user, ici. La locale, on va préciser que ça sera une chaîne de caractères qui sera forcément définie, et on va mettre ici FR, parce que par défaut, tous nos utilisateurs seront en français. On va rajouter des options, et on va rajouter un default, et on mettra directement dans notre base de données que l'on veut français aussi. Comme ça permettra d'avoir une correspondance. Maintenant, je vais générer les migrations, donc un php bin/console make.migration. On va juste vérifier cette migration-là pour s'assurer qu'elle ne fasse pas n'importe quoi. On voit bien qu'elle modifie la table user et elle rajoute la locale, donc ça me va très bien, et on va l'exécuter. php bin/console doctrine.migration.migrate. Oui, je veux faire ça. Et mon utilisateur est donc en français. Alors pour changer la locale, on a un service que l'on va pouvoir utiliser qui est le local switcher. Le truc, c'est qu'il faut savoir à quel moment on va faire ça. La meilleure approche à mon sens, c'est d'utiliser les événements du kernel. Et on va pouvoir écouter les requests qui vont rentrer, et lorsqu'une requête va rentrer, on va changer la locale à la volée. Donc on va créer ce listener directement depuis la console. Pour ne pas s'embêter, on fait un make.listener, et on va l'appeler local
enfin user local listener. User local listener. Il nous demande à quel événement on va se rattacher. Nous, on va se rattacher au kernel.request. Ensuite, on va venir modifier ce fichier-là. Donc, c'est le local user local listener. Et on voit qu'il a créé automatiquement un event listener branché au kernel request. À ce niveau-là, je vais avoir besoin du composant security pour savoir si l'utilisateur est connecté. Donc, dans le constructeur, je vais lui dire « Prends le composant security depuis le bundle ». Voilà. On va déclarer ça en propriété privée et en read-only. Et à ce niveau-là, on va récupérer l'utilisateur en faisant un vis security et getUser. On va lui dire si on a un utilisateur et que notre utilisateur est une instance de user. Hop, dans ce cas-là, on va pouvoir adapter la locale. Pour changer la locale, on va avoir besoin du service qui permet de le faire. Pour cela, on va injecter un nouveau service qui est le local switcher. Donc attention, il provient de ce namespace-là, du composant translation. Pareil, on va le mettre en private et en read-only. Et on va l'appeler local switcher. À ce niveau-là, donc on a récupéré notre utilisateur et il existe. Et on va lui dire, utilise notre local switcher. Et il y a une méthode qui s'appelle setLocal qui permet de définir la locale. Et on va lui dire, récupère la locale de l'utilisateur. Voilà, c'est tout ce que l'on a à faire. Bon, là, en vrai, il faudra faire attention parce que l'inconvénient de notre approche ici, c'est qu'on va démarrer le composant security absolument tout le temps pour récupérer l'utilisateur, ce qui peut potentiellement être un petit peu coûteux. Donc, on pourrait avoir une condition sur l'événement pour ne pas le faire sur toutes les requêtes de notre site. Si maintenant, j'essaie de réactualiser la page, hop, je suis toujours connecté en tant qu'admin et la traduction est la traduction française. Je vais venir dans ma base de données et je vais venir modifier mon utilisateur pour changer sa locale. Et au lieu de mettre FR, on va lui dire, cette fois-ci, toi, tu es en anglais. Je réactualise ma page et cette fois-ci, il n'a pas de traduction visible parce qu'on n'a pas fait les traductions anglaises, mais on voit bien que sa locale a été prise en compte. Donc si vous voulez changer les chaînes de traduction en fonction d'une information utilisateur, c'est une approche que vous pouvez faire. Alors ce qu'on va faire, c'est que moi ici, je vais commenter ça. Donc je vais enlever ce petit attribut et ça va désactiver ce listener-là. Autre petite remarque, si vous allez dans la partie directement requête, voilà, dans le debugger, et si vous regardez les événements, on notera bien que la priorité est importante. Dans cet aspect-là, le Security Bundle a activé son système de firewall en amont. On voit qu'il a mis une priorité de 8. Ce qui fait que le système de sécurité est bien chargé avant notre système qui va venir écouter la locale. Donc assurez-vous que vous avez bien les choses dans le bon ordre. Si vous voulez être sûr que votre système s'exécute au dernier moment, vous pouvez lui dire, bon, ben, pour la locale, je change la priorité et je mets une priorité négative pour charger ça à la fin. Voilà, c'est un petit détail, mais c'est important parce que si vous avez ce listener qui est déclenché avant le composant security, ça peut poser un problème. Alors nous, on va le commenter et on va parler d'une autre approche qu'il est possible d'utiliser, c'est l'approche par URL. Plutôt que d'avoir quelque chose qui dépend de la locale de l'utilisateur, on veut carrément que notre site soit préfixé par FR. Si je fais /FR, je veux que ça soit la page d'accueil française et sinon je veux que ça soit la page d'accueil en anglais. Symfony dispose d'un système automatique pour faire ça. Alors, on peut le faire au niveau de chaque URL ou on peut le faire globalement. Donc d'abord, je vais vous montrer au niveau local, c'est assez simple. On va aller dans le Home Controller. Et on va changer notre route. Et on va lui dire, là, on va avoir un paramètre que l'on va appeler _local. Et ce paramètre-là, automatiquement, vu qu'il s'appelle _local, il sait qu'il va devoir prendre la locale à ce niveau-là. Donc si je vais sur /fr, ça sera en français. Si je vais sur /en, ça sera en anglais. Donc là, je l'ai géré à ce niveau-là, mais vous pouvez aussi le gérer globalement. C'est-à-dire que je vais modifier mon fichier routes.yml. Et à ce niveau-là, je vais rajouter un préfixe. Donc ça va préfixer toutes les routes enregistrées par tous mes contrôleurs, ce qui est un peu violent, hein, mais c'est un exemple. Et je vais préfixer par _local aussi. Et histoire de forcer un petit peu les choses, je vais rajouter aussi un requirements, et je vais préciser que je veux que local soit EN ou FR ou DE, ou ES, et ainsi de suite, en fonction des langues que vous souhaitez supporter sur votre site. Si je fais ça et que je reviens sur mon site, hop, là je suis en anglais. Mais l'avantage, c'est que toutes mes routes, comme ça, sont préfixées maintenant par cette langue-là. Et du coup, ça me permet de pouvoir facilement passer d'une langue à l'autre. Donc voilà pour un exemple, si vous voulez faire quelque chose d'assez global. Alors tout ça, c'est très bien, mais on peut se poser la question de comment ça va se passer pour tout ce qui est attrait à la base de données. Parce que là, on a vu comment traduire des chaînes, on a vu comment gérer le changement de local, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que mes recettes, elles soient potentiellement traduites.
Alors vous avez deux approches possibles. La première, c'est d'avoir deux sites complètement séparés. Je dirais que c'est l'approche la plus simple dans le sens où dans ce cas-là, vous allez avoir tout simplement deux bases de données avec des configurations de .env qui vont varier d'un site à l'autre. Et donc un site ira sur la base de données française et l'autre sur la base de données anglaise. C'est très bien si les sites ne partagent pas forcément de contenu commun. En revanche, si vous avez vraiment une volonté de traduire les contenus dans les deux langues, ben là, il faudra utiliser la même base de données avec des chaînes de traduction. Alors vous pouvez faire les choses vous-même, mais il existe aussi des paquets qui vont vous aider dans ce sens-là. Et un de ces paquets, c'est le Doctrine Extension Bundle. C'est un bundle qui offre plein d'extensions avec des fonctionnalités supplémentaires pour Doctrine. Ce bundle-là, il permet en fait de préinstaller Doctrine Extension et d'ajouter la configuration de manière automatique. Et au niveau des extensions que l'on a, on a ces différents fichiers. Vous avez par exemple Sluggable qui va permettre de gérer des slugs automatiquement, Timestampable qui va permettre de gérer des dates de création et de modification dynamiquement, contrairement à ce qu'on avait fait manuellement. Translatable, c'est ce qui va nous intéresser. Et voilà, vous avez d'autres systèmes comme ça qui peuvent être intéressants. On ne va pas installer directement ce Doctrine Extension, on va plutôt installer le bundle qui va permettre de rajouter de la configuration et les listeners directement au niveau de Symfony. Donc ça va nous permettre de gagner un petit peu de temps. Pour la configuration, je vous invite à suivre la documentation, elle est relativement bien faite, mais on va le faire ensemble pour le système de traduction. Donc d'abord, on fait ce composer require et on va charger ce bundle-là. Automatiquement, il va nous demander si on veut rajouter les recettes et je vais répondre oui à cette question. Ça va permettre de créer un nouveau fichier YAML dans la partie configuration. Si je regarde dans mon dossier config, je vais avoir dans le dossier packages un nouveau fichier qui s'appelle stuff doctrine extension. Donc ensuite, on va revenir un petit peu sur la documentation et on a les différentes extensions. Donc on fait add the extension to your mapping et nous, ce que l'on veut rajouter, c'est la partie translatable. Donc on va copier cette partie-là, hop, et ça rajoute dans la partie doctrine. Donc dans le fichier de configuration doctrine.yml, hop, j'avais différents mappings. En fait, c'est ce qui permet à l'ORM de venir détecter nos entités. Et là, on va rajouter un nouveau mapping qui est celui-ci. Faites bien attention à l'indentation, qu'elle soit correcte. Donc ça veut dire que lorsqu'on va chercher des éléments qui ont ce préfixe-là, voilà comment il doit les chercher. Ok, on continue sur la documentation. Ensuite, on doit configurer l'Entity Manager. Donc ça, c'est ce qui se gère au niveau du fichier de configuration du bundle, mais on ne va pas trop avoir à y toucher. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette partie-là. En fait, on va devoir activer les éléments dont on a besoin. Donc nous, on a choisi ici d'utiliser que la partie translatable. Donc on va mettre translatable à true. Ça permet d'activer tous les listeners et tout ce qui a trait justement au système de traduction. Ok, à partir de là, normalement, vous devriez avoir la base pour que ce système fonctionne. On changera peut-être une petite chose, c'est la locale par défaut, on mettra FR, la même locale que notre site. Je vais vous expliquer l'importance de cette configuration juste après. Maintenant, au niveau de ma partie, par exemple, on va prendre la partie recette, recipe. Je vais pouvoir lui dire que le champ qui contient le titre de la recette, par exemple, il est traduisible. Donc pour cela, on peut rajouter un attribut qui est translatable. Et tant que j'y pense, sur le fichier qu'on a modifié de doctrine, j'ai peut-être fait un copier-coller un peu rapide. Ici, ce n'est pas annotation, mais c'est attribut. De toute façon, le système d'annotation, il n'existe plus vraiment dans les dernières versions de Symfony. Donc faites cette petite modification, sinon ça va poser un problème. Donc dans mon recipe, je viens de lui dire que le champ titre, il va être traduisible. Alors pour gérer les traductions, on va avoir besoin d'une table séparée, ça veut dire que l'on va devoir faire une petite migration. Donc on va faire un petit php bin/console et on va créer une migration. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir voir un petit peu ce que fait cette migration. Donc dans mon dossier migration, il a créé un nouveau fichier et qu'est-ce que fait ce fichier-là? Il va créer une nouvelle table qui s'appelle ExtTranslations. C'est une table qui va contenir l'ensemble des traductions qui sont associées à nos modèles. Et après, en inversé, il supprime cette table-là. Je vais lui demander d'exécuter cette migration. Je vais répondre oui, et on est bon. Alors je vais essayer maintenant d'éditer une de mes recettes, vu que j'ai ce système qui a été activé. Donc je suis ici sur la version française, j'édite les pâtes au pesto, et on va appeler ça pâtes au pesto FR. Je clique sur envoyer, et ça fonctionne correctement. Je vais maintenant passer sur la version anglaise du site. Là, j'ai une petite erreur parce qu'il me dit qu'il ne trouve pas le title. Parce qu'en fait, il n'y a pas de traduction par défaut. Du coup, lorsqu'il fait le getTitle et le setTitle, il va y avoir des incohérences. Donc moi, je vais changer légèrement le type à ce niveau-là. Je vais lui préciser que title, ça peut être effectivement nul. Mais pour éviter les problèmes, au niveau de mon getTitle, je vais lui dire que s'il est nul, je veux lui demander de plutôt renvoyer une chaîne de caractères vide.
Comme ça ne créera pas de problème pour l'ensemble de mon application. Si je réactualise, dans ce cas-là, aucune de mes recettes n'a de titre. Donc je vais éditer la première, donc toujours les pâtes au pesto, et je vais appeler ça pâtes au pesto EN. Donc ça sera la version anglaise. Et on voit bien que le titre a été mis à jour. Alors comment ça se traduit au niveau de notre base de données? Donc si je regarde dans ma partie base de données, je vais réactualiser les tables. J'ai cette table Ext Translations qui va contenir une ligne. On a le nom de la locale, l'entité qui a été utilisée, le champ, ça c'est une clé étrangère, et ensuite le contenu. Par contre, on remarque que pour la version française, on n'a rien qui a été modifié. En effet, vu qu'on a choisi la default locale FR, ça veut dire que si on a la locale par défaut, automatiquement, il va directement sauvegarder ça au niveau de notre entité. C'est-à-dire que pour la locale de base, directement la donnée va être sauvegardée à ce niveau-là. Et là, on a la version française qui est mise à ce niveau-là. Donc si vous voulez créer d'autres champs traduisibles, il vous suffit de simplement rajouter le translatable. Et automatiquement, ça va fonctionner. Alors imaginons-nous, on fait un peu la même chose pour la partie catégorie. Pour la partie catégorie, on choisit d'avoir le nom de la catégorie qui va être traduisible. Donc à ce niveau-là, je mets translatable, voilà. Je précise que c'est nullable, et pour éviter les problèmes, dans ma partie getName, je vais mettre un fallback sous forme de chaîne de caractères vide. Je vais aller sur ma partie catégorie, je vais éditer plat chaud, donc là je suis en anglais, et je vais l'appeler plat chaud. Et on va mettre EN. Bon, l'inconvénient c'est que j'ai pas de bouton pour ce truc-là, donc je vais aller modifier notre... c'était catégorie type. Hop, et on va peut-être créer un petit bouton, sinon on va pas aller loin. Et comme ça, je vais pouvoir envoyer mes données. Et là, on remarque un petit souci. Je n'ai pas les chaînes qui ont été traduites. Pourquoi? Parce que dans le cadre de ce listing-là, si je reviens au niveau de mon catégorie contrôleur, on avait utilisé une requête personnalisée qui nous permettait de récupérer les valeurs qui nous intéressaient. On avait utilisé ce find all with count. Et ce que faisait ce find all with count, c'est qu'il sélectionnait certains champs. Donc là, si on suit vraiment la requête SQL qui va générer, automatiquement, il va venir récupérer le name que l'on a en base. Mais nous, on voudrait plutôt lui dire, non, en fait, il faudrait que tu trouves la traduction qui est associée. Dans le cadre de l'autre page, la page recette, si on regarde les requêtes SQL qui sont générées, lorsqu'on regarde ces requêtes-là, en fait, pour chaque élément, il va venir chercher la chaîne de traduction. Or là, on est un petit peu embêté. Alors heureusement pour nous, le bundle a prévu ce cas-là et on a la possibilité au niveau de l'objet query de venir rajouter des hints, des astuces pour qu'il puisse retrouver les informations. Pour cela, on fera ici la méthode setInt. En clé, on mettra une chaîne de caractères qui correspondra à ce que l'on souhaite modifier. Donc là, on va utiliser une constante qui se trouve dans l'objet query de l'ORM et c'est le int custom output walker. Donc ça, c'est quelque chose qui va permettre de modifier le walker qui va passer sur votre query et venir récupérer les résultats et les transformer. Et on va remplacer le walker pour lui dire il faut que tu utilises le translation walker de ce bundle GEDMO. Voilà. Donc c'est tout ce que vous avez à faire à ce niveau-là. Si vous réactualisez votre page maintenant, ça devrait fonctionner. À un détail près, c'est que moi, toutes les chaînes n'ont pas de traduction. Donc là, il râle un petit peu. Donc je vais lui dire que pour ce catégorie with count DTO, hop, on accepte que le name soit une chaîne de caractères ou nul. Voilà. Donc je réactualise ma page. Et là, j'ai bien mon plat chaud qui a bien été récupéré. Et j'ai les bonnes chaînes de traduction. Si je regarde au niveau des requêtes SQL qui ont été générées, elles vont être différentes. Il ne va pas ici chercher à chaque fois la traduction. Il va tout simplement faire un left join pour venir récupérer à la volée les différentes chaînes de traduction. Vous avez aussi d'autres indices que vous pouvez venir rajouter au niveau de votre requête. Vous avez par exemple le setInt. La clé, elle est directement sur translatable listener. Et c'est int translatable local. Et ça vous permet en fait de venir changer à la volée la locale à utiliser pour une query. Typiquement, dans ce cas-là, je suis en train de lui dire, en fait, je veux récupérer les données en français. Donc si vous voulez afficher par exemple plusieurs traductions, ça peut être intéressant. Et après, il y en a une autre qui est le int fallback, qui vous permet de désactiver ou d'activer le fallback. Dans ce cas-là, ça veut dire que par exemple, s'il ne trouve pas une clé, il va utiliser la version qui est directement dans la base de données. Donc là, par exemple, dans notre situation, ça permet d'avoir par défaut ce qui était sauvegardé en base et donc de pouvoir revenir sur ce qu'on a dit ici. On sait maintenant qu'on a toujours une chaîne de caractères.
Donc ça peut être intéressant à activer. C'est 3 petites astuces que vous pouvez utiliser pour votre application. Autre petite précision, c'est quelque chose que vous pouvez aussi activer pour les requêtes génériques. Par exemple, ici, on voit que ça fait 17 requêtes parce que à chaque fois qu'il cherche une clé de traduction, il va devoir faire la liaison, ce qui est un poil compliqué. Donc vous pouvez rajouter un int à ce niveau-là. Donc nous, on l'avait fait au niveau de notre recipe repository, il me semble. On a le système qui permettait de paginer des résultats, qui prenait en paramètre un builder. Ben là, plutôt que de lui passer simplement le builder, je vais lui dire je te passe le query. L'avantage, c'est que mon objet de pagination, il accepte soit un builder, soit un query, ça tombe bien. Et je vais rajouter le int à ce niveau-là. Et on est parti pour faire la même chose. Donc je prends l'objet query, je change le walker custom et je lui dis d'utiliser le translation walker. Voilà, c'est un peu plus pénible parce qu'il faut rajouter ça, mais ça permet de ne pas le faire systématiquement, donc ça permet à la librairie de ne pas venir se greffer sur toutes nos requêtes, et nous, ça nous permet de choisir quand on veut ou non cette optimisation. Et dans ce cas-là, on voit que le nombre de requêtes est grandement diminué, il n'y en a plus que 3, et directement, il va récupérer, grâce à des left join, les différentes chaînes de traduction. Et l'avantage, c'est que c'est relativement simple à mettre en place. Vous voyez que là, j'ai directement mis en place une traduction pour la partie française et la partie anglaise au niveau des titres de mes éléments. Après, évidemment, il faudra adapter en fonction de tout le reste. Et l'avantage, c'est que vous pouvez quand même utiliser les champs tels que vous les avez définis dans vos entités pour, par exemple, construire de nouveaux DTO. Il y a peut-être une dernière chose, je ne voulais pas forcément le faire parce que c'est un poil plus compliqué, mais vous avez la possibilité de mettre à jour à la volée plusieurs enregistrements. Alors je ne sais pas si c'est explicité ici, c'est plutôt sur l'extension officielle, il me semble. Hop. Donc si vous allez dans la partie translatable, vous avez une partie qui vous explique comment ça se passe si vous voulez mettre à jour plusieurs enregistrements avec les différentes traductions. Donc là, ça va être un poil plus compliqué parce qu'en fait, il va falloir utiliser un repository particulier qui est ce repository-là. Donc vous récupérez ce repository, ensuite vous pouvez faire votre modification et en fait grâce à ce repository vous pouvez venir modifier les traductions de plusieurs chaînes de caractères à la volée. Bon, l'inconvénient c'est que ça fait plus de traitement et ça s'implémente pas forcément de manière tip-top avec votre formulaire, mais voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire si vous avez envie de permettre à l'utilisateur de pouvoir modifier plusieurs valeurs à la volée. Et voilà pour ce que j'avais à vous montrer au niveau de la traduction. Donc comme vous le voyez, l'avantage c'est que Symfony dispose déjà de ces composants-là et que c'est finalement relativement simple de gérer les traductions. On va commencer par modifier notre fichier translation.yml pour préciser la locale que l'on veut utiliser par défaut. Et ensuite, on pourra utiliser le système de local switcher si on souhaite le changer en fonction d'une condition, soit par l'URL, et dans ce cas-là, on n'a quasiment rien à faire, soit par une information utilisateur, et dans ce cas-là, avec un listener, ça peut fonctionner. Ensuite, pour gérer les traductions, ça va dépendre de votre situation. Vous pouvez le faire directement au niveau de Twig ou depuis votre contrôleur, soit en utilisant le système de service et en injectant le translator, soit avec la fonction T de traduction. On notera que lorsque vous utilisez la fonction de traduction, donc que ce soit dans Twig ou avec le service, vous pouvez lui passer en second paramètre d'autres informations, comme par exemple le domaine, si vous voulez changer le domaine et avoir des fichiers qui sont un petit peu mieux morcelés. On a vu aussi qu'on a la possibilité d'utiliser le système de formatage pour avoir la gestion du pluriel et du genre. Et ensuite, on a vu comment gérer le système de traduction au niveau de nos entités grâce à ce système de package et de bundle Doctrine Extension qui va permettre de rajouter ce comportement-là au travers d'une table. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme d'habitude, cette formation reste ouverte et je n'exclus pas le rajout de nouveaux chapitres. Et sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!